Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. Je suis content de vous retrouver puisque voilà, ça faisait des mois que je n'avais pas sorti de vidéo. Alors me voici pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ces derniers temps, il y a eu un débat qui a émergé donc dans les réseaux d'information alternatives. Donc pour reprendre un petit peu à la base, on a donc un citoyen qui s'appelle Joe Masso, donc qui a sorti une série de conférences. Il a sorti 3 conférences sur ce qu'il appelle le double discours de la propagande US, l'opposition contrôle X. Et donc ces conférences, elles ont fait beaucoup réagir. J'ai observé à la fois de l'agressivité, de la violence, parfois dans les mots employés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi d'autres personnes qui ont vivement critiqué le contenu sur des faits. Et puis on a aussi des personnes qui ont été convaincues donc, à la suite de ces conférences. Et puis suite à ces conférences, on a donc eu un débat qui a été organisé donc, par Akina du Front Médiatique. Donc il a organisé un débat donc, avec Leonardo Rudy, donc des décodeurs, anciens décodeurs, donc ADNM, une certaine Sophie, et puis effectivement Joe Masso. Voilà. Suite à ce débat, donc certains sont restés un peu sur leur faim, trouvant qu'il manquait un petit peu d'arguments précis. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant en fait de faire une synthèse de tout ça, c'est-à-dire une synthèse de à la fois donc des arguments qui sont proposés donc dans les conférences de Joe Masso et puis des arguments, des analyses donc de ce qui est ressorti un petit peu de ce débat autour de ces personnes. Voilà. Je précise tout de suite que si je réagis donc à cette série de conférences et à ce débat, ce n'est pas parce que je me sens visé ou parce que j'ai envie totalement de défendre ma vision ou encore de défendre un personnage comme Trump ou encore d'Elon Musk, mais tout simplement parce que je voulais en profiter pour clarifier certaines choses, rappeler des faits concrets et puis aussi apporter des points positifs de cette intervention donc de Joe Masso qui, selon moi, a révélé aussi des choses intéressantes. Donc l'idée étant d'avoir en fait une vision plus complète donc de ce que chacun dit, d'opposer les deux versions et de voir un petit peu qu'est-ce qui est le plus logique. Je précise aussi que je fais ça en vue de clarifier donc, des choses, comme je l'ai dit, mais c'est pas dans une démarche de convaincre les personnes qui m'écoutent. Alors c'est sûr que je vais offrir un point de vue personnel, je vais offrir une analyse. Maintenant, cette analyse, vous en faites ce que vous voulez. Ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a aucun souci. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire une sorte de débat de tout ce qui est ressorti donc de cette affaire, on pourrait dire. Et ensuite, c'est à chacun de voir si les arguments qui sont donnés, si les analyses qui sont faites à partir de ces arguments sont pertinents ou pas en fonction de la réalité. Donc ça, je vous laisserai tous juger avec votre esprit critique. Bon, avant de commencer, donc je vous invite à aller voir les conférences de Joe Masso parce que le point de départ c'est quand même ça. Donc il a fait 3 conférences qui sont disponibles sur la chaîne du Front Médiatique, donc sur la chaîne d'Akina. Donc pour la retrouver, vous pouvez taper donc Akina 8, le front médiatique, puisque Akina est beaucoup censuré sur YouTube, donc il est obligé de recréer à chaque fois des chaînes. Donc vous pouvez le retrouver donc en tapant Akina 8, le front médiatique. Et puis quand vous allez sur sa page, il faut aller dans les diffusions en direct terminées. Parce que si vous allez dans vidéo, vous n'allez pas forcément les retrouver. Donc là, vous allez retrouver par exemple le débat, et puis vous allez retrouver les 3 conférences, les 3 parties donc, qui nous a été proposées par Joe Masso. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu tout ça, je vous conseille d'aller d'abord voir ça, de vous faire votre propre avis, et puis ensuite de revenir sur cette vidéo si vous voulez voir une sorte de bilan de tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un format très différent. J'ai essayé de résumer les points clés de divergence qui sont apparus entre les deux visions, et de voir avec des faits en fait ce qui semble être le plus logique. Donc on va s'appuyer sur une carte mentale, sur cette carte mentale, et puis je vous mettrai à l'écran les différents articles, les sources que je vais utiliser, qui pourront être retrouvées par tout à chacun. J'encourage bien sûr chaque personne à aller vérifier les sources qui sont utilisées. C'est d'ailleurs maintenant ce que je fais quand j'observe une vidéo, quand je regarde une vidéo et qu'il y a un avis qui est donné. J'essaye d'aller voir les sources et de voir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'avis, qu'est-ce qui est de l'ordre des faits, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interprétation. On va beaucoup en parler aussi dans cette vidéo. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller vérifier par vous-même si ce que je dis vous semble pertinent ou pas. Donc désolé par contre par avance il y aura sans doute des fautes d'orthographe dans la carte mentale. Ne m'en voulez pas parce qu'en fait quand je pars sur un sujet qui me passionne comme celui-ci, je pars tête baissée, j'écris à fond, il y a des idées qui fusent dans tous les sens et c'est sûr qu'il va y avoir des coquilles. Donc voilà, ne m'en voulez pas sur ça.
Donc on va parcourir 10 points donc sur cette carte mentale et on va donc aborder des sujets. Alors j'ai choisi d'orienter la réflexion sur ce qui me semblait être le plus débattu, sur ce qui est peut-être le plus sensible, le plus important. Donc il y a certains points de la conférence ou des débats que j'ai choisi de ne pas aborder parce que déjà ça aurait été trop long. Et puis ensuite c'était des sujets qui me paraissaient moins importants, un peu vagues et qui des fois étaient aussi difficilement prouvables. C'était plutôt de l'interprétation ou ce genre de choses. Donc le premier élément de Discord c'est sur la loi Pré-Pacte, donc on va en discuter. Le deuxième c'est sur l'opération Warp Speed. Ensuite, le troisième, ce sera sur l'opération Q. Le quatrième, ce sera sur Trump par rapport à la gestion du Covid. Le cinquième, ce sera sur la question de est-ce que Trump est un sauveur et sortir un petit peu du monde bisounours de la géopolitique. Voilà. Ensuite, le sixième point, ce sera les autres actions de Trump. On va sortir un peu du Covid, on va sortir un peu de Trump par rapport à Q et on va regarder un peu aussi ce qu'il a fait qui sont en dehors de ces cadres-là. Le septième point, ce sera est-ce que Trump est sioniste, puisque c'est un point aussi qui a été mentionné et qui revient un petit peu dans les argumentaires. Le huitième point ensuite, donc Trump, Q, les BRICS, est-ce que tout ça, ils sont ensemble avec le nouvel ordre mondial? On va essayer de regarder et d'analyser ça. Et puis le dernier point, ce sera les arguments accusatoires par association, parce que c'est vrai que dans les conférences de Joe Masso, il y a des points qui sont intéressants, il y en a d'autres où on vient chercher des personnes qui sont autour de Trump, et comme on voit que ces personnes ne sont pas forcément... elles ont beaucoup de choses à se reprocher, elles ont fait des choses qui n'étaient pas réglementaires, pas légales et tout ça, donc automatiquement, comme eux sont des personnages mauvais, Trump est du coup, par association, un personnage mauvais. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, on va naviguer un petit peu donc, sur cette carte mentale, et puis comme je vous l'ai dit, dès que j'ai une source, ou dès que j'ai une vidéo, ou dès que j'ai des informations à vous montrer, les sources, automatiquement on passera sur les sources sur Internet. Donc le premier point, on va s'intéresser donc à la loi Pré-Pacte. Donc la loi Pré-Pacte, on va y aller assez rapidement, ça va pas nous durer très longtemps. Donc dans la vidéo, donc dans la conférence de Joe Masso, on retrouve donc une slide donc, qui s'intitule donc la mise en place des lois permettant les produits de contre-mesure. Et puis on nous dit qu'on a une action conjointe des républicains et des démocrates, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer que Trump s'inscrit donc à la fois dans l'administration Clinton, dans la suite de ce que fait l'administration Clinton et de l'administration Obama, en signant la loi Pré-Pacte. Et en fait, c'est l'argument de Rudy donc dans le débat, qui est un argument qui est recevable, puisque c'est du factuel, hein, la loi sur l'état de préparation et la préparation aux situations d'urgence, autrement appelée la loi Pré-Pacte. Donc vous pouvez le retrouver sur Wikipédia, tout simplement, vous tapez loi Pré-Pacte, il faut taper pas mal de choses pour le trouver, j'ai eu un peu de difficulté à le trouver, parce qu'il va vous envoyer sur d'autres lois. Donc vous tapez des mots-clés comme Bush, comme 2005, vous tapez aussi pharmaceutique, ce genre de choses, vous allez le trouver assez facilement. Et donc c'est ça qui permet donc de protéger la responsabilité donc des entreprises pharmaceutiques. Donc c'est pas Trump qui l'a signé, comme c'est mentionné dans la conférence. Donc voilà, tout simplement il l'a pas signé. Donc c'est un argument qui du coup tombe à l'eau pour cette loi Pré-Pacte. Maintenant, on pourrait aussi critiquer le fait que, ok, il l'a pas signé, mais il l'a pas enlevé non plus. Et c'est un argument qui est aussi recevable. Alors ensuite, l'opération Warp Speed. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on a abordé. Celui-là va être un peu plus long, parce qu'il est, selon moi, le plus important. Donc l'opération Warp Speed. Donc, vous pouvez le retrouver, donc l'opération Warp Speed, sur Wikipédia. Voilà, tout simplement. Vous tapez opération Warp Speed, là pour le coup c'est beaucoup plus facile à trouver. Et donc on va en discuter. Donc l'opération Warp Speed, c'est peut-être le point qui est le plus critiqué pour l'opération donc de Q et de Trump et de tout ça. Le point numéro 1, c'est pourquoi est-ce que Trump a favorisé donc, les vaccins avec notamment l'opération Warp Speed. Donc premier point, c'est ce qui est un peu aussi évoqué par Rudy dans le débat, c'est que Trump, selon la version de Joe Masso, il aurait dû en fait empêcher la vaccination. Je vais déjà faire des rappels. Le premier point, c'est qu'il est déjà attaqué pour avoir contribué à l'hécatombe aux États-Unis pendant le Covid. Je vais vous montrer un article qui détaille cette vision-là, en ayant simplement rejeté donc, les gestes barrières, le port du masque, et en ayant aussi sous-estimé la dangerosité du virus. Voilà. Donc ça c'est le premier point, je vous remontre ça. Donc voilà, par exemple un article du Monde, la lourde responsabilité de Donald Trump dans l'hécatombe américaine.
On insiste sur le fait que lui-même, Donald Trump, n'a pas respecté certaines réglementations ou recommandations comme les gestes barrières, le port du masque à certains moments. Donc déjà lui en tant que tel, et puis en plus de ça, il n'a pas poussé non plus à l'agenda donc du masque, du déconfinement. Il faut savoir aussi que c'est les États qui choisissent, et c'est pas le président qui choisit de faire un confinement pour l'ensemble du pays, c'est chaque État qui va faire à sa façon, mais en tout cas lui ne l'a pas encouragé. C'est ce qui est dit aussi dans d'autres articles sur le sujet, c'est que Trump était plus dans le laisser-faire parce que lui il voulait que l'économie puisse continuer de tourner, il voulait pas arrêter en fait le pays tout simplement, il était dans une autre logique. Mais en plus de ça, donc on nous le dit, hein, mais pour le reste, en niant la gravité d'une maladie qui a pourtant lui-même contracté, en affirmant que, contre toute évidence que le virus allait disparaître par miracle, en refusant obstinément de promouvoir les gestes les plus élémentaires, port du masque ou distanciation sociale, en donnant systématiquement la préférence aux intérêts économiques aux enjeux de santé publique, le président sortant a encouragé un laisser-faire mortel dans les États tenus principalement par les républicains. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait des États qui étaient républicains, on a parlé beaucoup de la Floride par exemple où il y avait très peu de restrictions, parce que c'était des États républicains et qui étaient encouragés notamment par Trump de laisser faire. Et compliqué ailleurs donc la tâche des élus, souvent démocrates, donc déterminés à lutter contre la pandémie. Voilà, donc on observe vraiment que déjà de base, il est vivement critiqué donc pour ces actions-là, qui sont des actions qui sont importantes certes, mais quand même dérisoires par rapport à la question du vaccin. Donc c'est la question que je pose, qu'en serait-il été donc s'il avait empêché la vaccination aux États-Unis. Il faut savoir aussi, c'est un point important, que 78% des publicités des chaînes TV américaines sont réservées donc aux entreprises pharmaceutiques. C'est dire le pouvoir qu'ils ont sur les médias aux États-Unis. Donc s'opposer très clairement au vaccin, déjà de manière générale, j'en parle aussi avec cette deuxième bulle ici, aux États-Unis c'est pratiquement du 50-50, je parle avant le Covid, c'était pratiquement du 50-50 en termes de gens qui sont plutôt convaincus par les vaccins et d'autres qui sont opposés au vaccin, avant même le Covid et avant même le vaccin spécifique pour le Covid. Donc je dis aussi que tout simplement, d'une manière très pragmatique et très concrète, c'est ce qui peut aussi expliquer une certaine ambiguïté de Trump sur ce sujet, c'est-à-dire que lui, il a un agenda, il veut aussi devenir président, il veut accéder au pouvoir. S'il se met du côté des farouches opposés au vaccin, automatiquement, il va se priver de 50% de vote possible pour lui. Je veux dire, c'est des arguments qu'il faut aussi entendre dans le sens de la politique plus globale. Donc Trump, il a aussi poussé pour obtenir le vaccin, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, il avait favorisé l'accès du vaccin. En revanche, il n'était pas pour le rendre obligatoire. Ouais, donc vous pouvez retrouver ici, par exemple, lapresse.ca, Donald Trump pour les vaccins, mais contre leur obligation. Alors un point qui va peut-être paraître hors sujet pour certains, mais qu'il faut quand même rappeler, parce que bon, il y a tellement de théories sur le sujet du vaccin qu'on s'y perd en fait. Il y en a beaucoup qui disent mais le vaccin c'est fait pour tuer le plus grand nombre de personnes, et du coup vient cette question en fait, quel intérêt de tuer les personnes qui ont clairement suivi le narratif, qui n'ont pas renclenché un esprit critique suffisamment important, qui n'ont pas compris les enjeux de ce qui se passait et qui ont juste suivi le mood. Quel est l'intérêt de réduire la population et de garder que les personnes qui sont récalcitrantes, que des personnes qui remettent en cause leur agenda. Bref, cet argument, il faut aussi le mentionner parce que pour certains, le but du vaccin est de tuer vraiment le plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas de sens sur les débouchés. Autre chose importante, Trump a contribué à casser l'image du Covid ultra dangereux. Alors, je suis toujours sur l'opération Warp Speed, vous allez voir que je dévie un tout petit peu, mais vous allez voir que ça a vraiment son sens complètement dans cette opération Warp Speed. Donc Trump a contribué à casser l'image du Covid ultra dangereux, parce que faut savoir qu'au tout début, vous le savez, on nous a présenté le Covid comme très dangereux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place ensuite des mesures qui étaient draconiennes. Premièrement, il a attrapé le Covid. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'était pas une mise en scène, etc. Là, franchement, c'est de la spéculation. Bref, il l'a attrapé. Voilà, vous pouvez retrouver un article, Ouest France, Donald Trump hospitalisé, ce que l'on sait donc de l'infection au coronavirus du président américain. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est pendant qu'il l'a eu, il a eu de cesse de répéter qu'il avait que des petits symptômes, qu'il allait très bien, que voilà, il se faisait aucun souci. Il n'était pas dans ce mood du Covid ultra dangereux, sachant aussi que c'est quand même une personne âgée. C'est une personne qui a à l'époque 74 ans, donc qui fait partie des personnes à risque. Et une personne de 74 ans qui dédramatise son impact et sa dangerosité, rien que ça a déjà un aspect important. Et en deux, en contestant et n'appliquant pas lui-même à plusieurs reprises les gestes barrières, le port du masque, en ne recommandant pas le confinement, etc. On en a parlé tout à l'heure.
Contrairement, on peut comparer, hein, on peut comparer la différence de posture avec d'autres présidents, notamment européens, qui étaient dans vraiment la dramatisation, le fait de faire peur à tout le monde, le Covid va nous tuer, etc. Lui a vraiment contribué à casser cette image, donc du Covid très dangereux. Il faut savoir aussi que c'est l'un des seuls présidents à avoir défendu l'hydroxychloroquine et à en avoir même lui-même pris, ce qui a encore contribué à casser donc la dynamique du vaccin. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que la plupart des personnalités politiques, on l'entend un petit peu, c'est des bruits de couloir, que la plupart en fait finalement ont pris de l'hydroxychloroquine, mais la grande différence entre eux et Trump, c'est que lui, il l'a lui-même évoqué. Il a assumé avoir pris de la chloroquine, il en a fait la promotion, alors qu'il y en a qui l'ont fait d'une manière beaucoup plus sournoise, c'est-à-dire en douce, et surtout ne pas avouer qu'ils ont pris de l'hydroxychloroquine. Et puis il faut combiner ça donc avec l'idée donc de l'opération Warp Speed. Donc c'est ce que je mets ici, c'est ça qui est le cœur du sujet, en tout cas c'est ma vision. Donc en cassant l'image du Covid, très dangereux, et en parallèle en proposant un vaccin qui est expérimental, très rapide et nouveau, c'est ça qui va détruire entièrement le fameux bénéfice-risque. Donc en fait la question c'est pourquoi se vacciner si le Covid n'est pas dangereux, en tout cas pas très dangereux, et qu'en plus le vaccin a été fait en quelques mois au lieu de plusieurs années, avec en plus une nouvelle technologie n'ayant pas de recul. Cela a favorisé donc en fait le mouvement anti-vaccin. Alors ça peut choquer ce que je dis là, mais regardez, vous allez tout simplement sur Opération Warp Speed. D'ailleurs là-dessus, je dois dire que Joe, c'est dommage qu'il n'ait pas mentionné ça aussi, c'est-à-dire que quand il parle de l'opération Warp Speed, il met exactement cette page de Wikipédia, donc qui explique c'était quoi l'opération Warp Speed, c'était le fait d'accélérer le développement et la distribution de vaccins pour le Covid-19, voilà, tout simplement. Mais s'il avait été un petit peu plus honnête là-dessus, je dois le dire quand même, en fait il aurait aussi montré l'autre version, puisque vous allez sur cette même page, et vous descendez un petit peu, et vous allez sur, réticence à la vaccination. Et je tiens à préciser, c'est Wikipédia qui nous dit ça, c'est des sources vraiment mainstream, Réticence à la vaccination, donc ça c'est dans l'opération Warp Speed. Il est à craindre que le nom et le calendrier raccourci prévu de l'opération Warp Speed ne puissent encourager le mouvement anti-vaccination. Pile ce que je vous disais là, mais il va nous expliquer comment. Un expert déclarant qu'il ne voyait pas le chemin par lequel il pourrait collecter suffisamment de données d'efficacité et de sécurité d'ici la fin de l'année. Donc déjà le fait que ça soit très rapide, trop rapide en fait, déjà les experts se disaient mais en fait on n'aura pas assez de données, etc. Donc ça va mettre de la confusion pour la population. Donc l'incapacité du public à faire confiance à un nouveau vaccin et le refus de la vaccination est un problème de santé mondiale appelé réticence à la vaccination, qui augmente le risque de propagation du virus, ce qui pourrait entraîner des flambées d'infection. Une enquête de septembre 2020 révéla que la moitié des adultes américains interrogés ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas un vaccin s'il était disponible à ce moment-là, et les 3/4 ont exprimé des inquiétudes quant à la vitesse de la mise au point du vaccin, et craignent qu'un vaccin ne soit homologué avant que son innocuité et son efficacité ne soient entièrement validées. Voilà. Là, tout est dit en fait. C'est un peu l'idée que je prône ici, mais alors c'est dingue de le retrouver sur la page de l'opération Warp Speed comme un inconvénient à l'opération Warp Speed. Pour eux, l'inconvénient si on se place du point de vue mainstream, l'inconvénient de l'opération Warp Speed, c'est qu'en fait ça a favorisé le mouvement anti-vaccin. Parce qu'en fait, vous leur auriez proposé un vaccin plutôt traditionnel qui aurait mis des années à se faire, où il n'y avait pas de nouvelles technologies associées à ça, notamment la RNM, je pense que les stats auraient été encore beaucoup plus grandes. Et combiné aussi au fait que le Covid, si on casse pas l'image du Covid ultra dangereux, ça donne encore en plus envie de se faire vacciner. Donc tout ça combiné, casser l'image du Covid ultra dangereux, proposer un vaccin qui est expérimental, trop rapide, nouveau, c'est ça en fait qui a cassé le fameux bénéfice-risque. Moi je prends mon exemple à moi, pourquoi je me suis pas fait vacciner? Tout simplement parce que j'ai compris que le Covid c'était pas très dangereux, encore moins pour des jeunes comme moi, donc moi il n'y avait aucun intérêt à me faire vacciner parce que je risquais quasiment rien. Et puis pourquoi jouer à la roulotte russe avec un vaccin qui a été fait en quelques mois alors qu'on le sait, c'est fait en quelques années au mieux, et puis qui s'appuie sur des technologies qui sont récentes et dont on n'a pas de recul. Et en fait c'est quoi tout ça? C'est l'opération Warp Speed. Et si vous regardez d'une manière plus globale l'opération Trump et tout ça, qu'est-ce qui revient? C'est-à-dire que vous avez deux possibilités.
Ce qui est reproché à Trump, c'est par exemple de ne pas casser le plan alors qu'il le connaît, de ne pas casser la stratégie d'en face avant même qu'il se produise. Donc par exemple de ne pas avoir arrêté le Covid avant même qu'il arrive. Alors déjà, est-ce que c'est possible est-ce qu'il est en capacité de le faire? Je ne sais pas, mais surtout, vous perdez tous les intérêts de traverser quand même cette période. Je vais peut-être choquer, mais je veux dire, la période du Covid, elle a été très dure. J'ai pas été le plus touché, et j'en suis vraiment conscient. Il y en a qui ont été touchés vraiment physiquement, économiquement, dans tous les sens du terme. Mais cette période, il y a eu un avant et il y a eu un après. On a tellement gagné sur tellement de sujets et sur tellement de points, on a tellement réveillé la population, on s'est même tellement réveillé nous-mêmes pendant cette période que ça a eu beaucoup plus d'impact positif que négatif. Et les gens ont tiré une leçon de ce qui s'est passé. Ils ont tiré une leçon sur les laboratoires pharmaceutiques, ils ont tiré une leçon sur la manipulation dans les médias, ils ont tiré une leçon sur tellement de choses. Et là, il y en a qui disent, en fait, il aurait dû carrément éviter qu'on passe par cette phase. Mais non, en fait, il fallait passer par cette phase. Et plus globalement, donc la stratégie qui est faite pour détruire l'État profond, c'est d'ailleurs ce que dit Q à plusieurs reprises, il faut accélérer leur plan, en fait, parce que en accélérant leur plan, tout devient visible. Je sais pas, prenez l'exemple des zones à faible émission, prenez l'exemple de toutes les dérives avec le climat, les diagnostics énergétiques pour les maisons, etc. Vous regardez tout ça, vous regardez le fait qu'on va plus pouvoir aller dans des villes là, dans quelques années avec une vieille voiture, vous regardez tout ça, ça va beaucoup trop vite, le pass sanitaire, tout a été tellement vite, que quand les gens ont commencé à dire « mais attendez, il y a une volonté de contrôle », mais en fait c'était visible. Alors il y en a encore, je suis d'accord, qui n'ont pas vu, c'était plus facile de le voir parce qu'on voyait les finalités. Et là, je pense que vous pourrez tous être d'accord avec moi, avant le Covid, la stratégie de l'État profond, c'était d'avancer petit pas par petit pas. C'était petite loi de contrôle discrète par petite loi. C'était vraiment, on avançait sur des œufs, quoi, tout doucement, pour surtout réveiller personne. C'était comme si la société dormait, ils voulaient prendre le contrôle d'une manière discrète et sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, là, depuis le Covid, c'est une accélération constante. Ils vont beaucoup trop vite, et en allant beaucoup trop vite, en fait, ils réveillent la population. Donc voilà, je voulais quand même le mentionner, parce que dans cette opération Warp Speed, ça résume en fait l'œuvre, selon moi, de Q, de Trump et des Patriotes, c'est d'accélérer le plan pour le détruire. Et vous le détruisez en même temps que de réveiller la population, parce que c'est bien beau, on est dans une vision bisounours de se dire faudrait empêcher que le mal se produise, on aurait pu sauver les gens. Ils ont peut-être empêché, comme dit Rudy à un moment dans la vidéo, dans le débat, ils auraient pu empêcher peut-être que le Covid se produise, mais ça aurait eu quoi comme intérêt? Les gens n'auraient même pas eu conscience qu'il y avait une volonté de les contrôler. Alors que là, ils l'ont vu, ils l'ont clairement vu quand on voit, quand on se replonge à l'époque avec Macron, etc., les discours qu'ils nous ont tenus. Il y avait vraiment cette volonté de contrôle de l'individu, quoi, même jusque dans le corps. Et d'avoir vu tout ça, de l'avoir constaté, ça a réveillé la population. Donc voilà, ça c'était l'opération Warp Speed. On a passé plus de temps parce qu'encore une fois, c'est peut-être le point numéro 1 quand vous discutez avec des personnes qui ont un doute sur savoir est-ce que Trump est vraiment dans le bon camp ou pas. La première chose qu'ils vont vous parler, c'est du vaccin et c'est de l'opération Warp Speed. Voilà, donc ensuite le point suivant, c'est l'opération Q en elle-même. Donc l'opération Q en elle-même, je voulais en parler, voir un petit peu est-ce que c'est une opération militaire qui a eu une incidence, dans quel sens, quel est l'impact que ça a eu sur les personnes qui l'ont suivi. Voilà, donc on va examiner un petit peu tout ça. Alors, s'il y a bien une chose sur laquelle à la fois Joe Masso et puis ceux qui pensent que Trump est un rempart donc au plan de l'État profond, en fait, s'il y a bien une chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est là-dessus, c'est que c'est bien une opération de l'intelligence militaire, du renseignement, et que c'est comme une opération psychologique. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que cette opération psychologique, elle est là pour obtenir une certaine passivité de la population comme est présentée par Joe Masso, ou est-ce que le but, c'est de se placer en termes de chercheur, de chercher l'information, de réveiller la population et de s'axer donc sur cette bataille de l'information. Donc Q, il a mis l'accent sur beaucoup de sujets. Je peux même pas tous les noter ici parce qu'il y en aurait trop, et puis je rappelle qu'il y a plus de 4500 postes. Donc on a le sujet de la pédocriminalité et du chantage sexuel qui est peut-être le sujet le plus important, puisqu'en fait c'est comme ça qu'on comprend que on a des politiciens qui sont achetés et qui vont du coup pas dans l'intérêt de leur population, mais qui sont tenus. On a la trahison des médias mainstream, et plus que les décrédibiliser, plus que de les critiquer, Trump renforce toujours ce terme, et en parlant des médias, il dit c'est l'ennemi du peuple.
Quel président sur cette planète dit que la presse constitue l'ennemi du peuple? Il n'y a pas plus vrai, hein. These are just dishonest, terrible people. I'm telling you that. Terrible people. The enemy, A few days President ago, Trump. I called the fake news the enemy of the people, and they are. On a la corruption en Ukraine pour le conflit actuel, on a la fraude électorale durant les élections de 2020, on a aussi le fait de casser un peu les républicains sont gentils, les démocrates sont méchants, le fameux droite-gauche, opposer les gens dans le droite-gauche, ce qui est un peu dit aussi dans la version de Joe Masso, et en fait, pour le coup, ça c'est complètement faux parce que Q insiste sur ça, Trump aussi insiste là-dessus sur les fameux rhinos, hein, les Republican in name only, c'est-à-dire des républicains seulement de nom, c'est-à-dire qu'ils ont l'étiquette républicain, mais en soi ils sont pas du tout républicains et ils jouent le jeu d'autres factions. L'existence de réseaux criminels et mafieux parmi les élites. Encore une fois, hein, je parle de ça, je parle de la pédocriminalité. Sans ces choses qui sont déblayées, qui sont débroussaillées un petit peu, qui sont présentées pour une première fois pour la plupart des gens par ces réseaux Q, on n'explique absolument pas le succès, par exemple, d'un Sound of Freedom. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont demandé, mais comment ça se fait que Sound of Freedom, il est aussi vu, il est aussi connu, il est aussi mis en avant? Bah oui, mais tout simplement parce que ça fait des années qu'il y a des millions de personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait un problème sur ce sujet-là et qui l'ont creusé, en fait. Alors maintenant, on pourra en débattre, est-ce qu'il va assez loin, etc. Bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on met les projecteurs là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, et je vais essayer de résumer, c'est que si Q est une psyop de l'état profond, quel est l'intérêt de susciter l'intérêt des gens et de les mener à faire des recherches sur tous ces thèmes? Je veux dire, ça, c'est pas des thèmes, c'est pas des thèmes qui sont une diversion. Je pourrais parler de peut-être l'immigration en France, alors c'est un sujet, hein, j'ai aussi des opinions là-dessus, mais je veux dire, dès qu'on a un problème ou dès qu'on va faire diversion, c'est automatiquement l'immigration. Je veux dire, ces sujets-là, c'est des sujets qui sont capitaux. C'est des sujets qui, mis ensemble, détruisent le voile de la démocratie. Je veux dire, c'est pas des sujets qu'on prend à la légère. Donc quel est l'intérêt dans une guerre de l'information, parce que je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, c'est qu'on vit une guerre de l'information, de mettre des gens en position de chercheurs de vérité sur des sujets aussi sensibles pour le pouvoir? Alors que vous l'avez vu pendant la crise du Covid, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, l'État profond il réagit toujours de la même façon, il censure et il cache. Pourquoi? Parce que s'il donne juste une miette à des personnes sur certains sujets, ça va attiser de la curiosité, de l'intérêt, les gens vont faire leurs recherches et vont tomber sur des choses sur lesquelles ils ne voudraient pas du tout qu'ils tombent. Donc je vois pas pourquoi on dirait que c'est un hameçon, regardez de ce côté, pendant ce temps on fait nos affaires. Je suis désolé, les choses qui sont mentionnées et les points sur lesquels Q nous dit de mettre notre attention, c'est les points les plus cruciaux qui soient. Je pourrais rajouter encore hein, les industries pharmaceutiques, etc. Il y a encore beaucoup de choses hein, dont parle Q. Je vais faire juste une petite parenthèse quand même, pendant que j'y pense. Donc l'affaire Epstein, on en parle un petit peu, Joe Masso en parle un petit peu, c'est un petit peu en débat également. Donc là par exemple, vous pouvez taper donc The Jeffrey Epstein Network, et vous allez tomber sur cette carte qui en fait récapitule un petit peu de tous les noms qui apparaissent donc dans l'affaire Epstein, et puis bien sûr vous allez trouver donc un nombre de personnalités assez hallucinantes, dont d'ailleurs le gouvernement américain est plutôt au centre de cette histoire, et donc vous pouvez voir hein, que c'est en lien avec tellement de choses. Vous pourriez dire toutes ces personnes-là baignent dans la pédophilie, mais ce serait un raccourci énorme. Alors bien sûr, il y a des fois leur nom qui apparaît, mais je tiens à rappeler que par exemple pour Donald Trump, son nom apparaît une seule fois dans les rapports pour dire qu'il n'est pas inculpé, il n'est pas dans les logs du Lolita Express pour l'île de Jeffrey Epstein. Et puis il faut aussi se rappeler que quand vous devenez une personnalité influente aux États-Unis, bien sûr que vous allez être en lien avec tout type de personnes, et des personnes très néfastes. Et Donald Trump symbolise clairement ça, c'est-à-dire que c'est un homme d'affaires à la base, c'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. En tant qu'homme d'affaires, il va naviguer avec tellement de personnes autour de lui, et on y reviendra, c'est le dernier point du sujet d'aujourd'hui, d'éviter d'accuser des personnes par association, c'est-à-dire « Ah, Donald Trump, il est en lien avec telle chose, regardez, il est en lien avec la mafia ». Il est en lien avec telle personne, automatiquement c'est quelqu'un de néfaste. Il y a un moment donné, il faut aussi regarder ce qu'il fait lui et ce que font les autres. Et ce qu'il faut signaler, c'est que l'affaire Epstein, ça date de 2000. Ça date des années 2000. Alors pourquoi Obama n'a pas sorti cette affaire pendant que c'était sous son mandat, et pourquoi est-ce que Trump, lui, l'a fait? Je vais pas repasser la vidéo qu'a utilisé Rudy,
Non, c'était Leonardo. La vidéo qu'a utilisé Leonardo, donc pour expliquer, en fait, on nous explique dans cette vidéo que finalement la seule personne qui voulait un peu en parler dans les personnalités politiques connues, c'était Trump en fait. C'était le seul qui voulait en parler, qui voulait creuser le sujet, alors que tous les autres fermaient la porte. La question c'est pourquoi est-ce que Trump en parle s'il est vraiment mouillé dans cette affaire? Ça c'est quand même une question importante. Parce que allez, si on se place du point de vue, il est dans l'affaire, il la sort lui-même pour essayer de se dépatouiller de cette histoire, vu que c'est lui qui la sort, il essaye de se dédouaner de cette affaire, il prend quand même le risque qu'il y ait des personnes qui aient des témoignages contre lui, qui viennent complètement détruire son histoire. Donc si ça sort sous la présidence de Trump, et alors que ça aurait pu sortir sur d'autres présidences, mais ça n'a pas été fait, et justement ça n'a pas été fait, et même ça a été protégé, ça veut bien dire qu'il y a quand même une différence en termes d'implication. On peut pas les mettre sur le même plan, et c'est un petit peu ce que fait Joe Masso, c'est qu'il met un Trump et d'autres personnalités politiques sur le même plan. Et là on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que si on suit ce qu'on nous dit, eh bien on nous dit que Trump est impliqué dans l'affaire Epstein. Et d'ailleurs, il y a juste à taper Trump Epstein sur internet, et vous allez voir, affaire Epstein, que vient faire le nom de Trump, existe-t-il vraiment des vidéos, pourquoi Donald Trump, Bill Clinton, donc on les met ensemble, hein, parce qu'apparemment, y aller 26 fois ou y aller 0 fois, c'est la même chose. Affaire Epstein, Bill Clinton, Donald Trump, on les met ensemble encore une fois. Affaire Epstein, que contient vraiment cette liste de noms, on y retrouve encore une fois Donald Trump juste à côté de Bill Clinton. Prince Andrew, qui lui c'est un fait, c'est avéré, mais il est quand même mis avec Clinton et Trump. Donc Donald Trump, Bill Clinton, Michael Jackson, Trump et Clinton dans la liste. Et là c'est un truc de fou, parce que on essaye donc de nous montrer que Donald Trump est impliqué donc, dans cette affaire, alors que, regardez, à BFM TV, hein, Donald Trump, Bill Clinton, une liste de noms liés à l'affaire Epstein publiée par un tribunal américain. Et vous pouvez regarder tous les sites, tous les liens que je viens de vous montrer. Donald Trump est toujours affilié, est toujours mis au même rang que Bill Clinton. Et ils sont obligés d'être fact-checkés par les lecteurs, merci Elon Musk d'avoir inséré ça. Des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. Mettre Trump en avant est trompeur, compte tenu du fait que son nom est justement cité pour le disculper de tout lien éventuel avec l'affaire Epstein. Mais juste réfléchissez 2 secondes. Si Trump est impliqué dans l'affaire Epstein, pourquoi est-ce qu'il la sort lui-même? Pensez-vous que si Hillary Clinton avait été élue à la place de Donald Trump, elle aurait sorti l'affaire Epstein, sachant que son mari était dedans? Si vous êtes juste impliqué dans l'affaire, est-ce que vous pensez vraiment que mettre les projecteurs sur cette affaire-là va être intéressant pour vous? Parce qu'on pourrait dire aussi, il la sort lui-même dans l'objectif de se dédouaner, d'en profiter de la sortir lui pour se dédouaner, c'est l'argument qui est donné en face. Sauf que c'est une position très risquée, c'est-à-dire que si vous avez juste un témoin qui vient contredire tous vos faits et qui dit que bah non, en fait vous étiez là à tel endroit, etc. Or, pour le moment, les faits, on en a très peu, mais les faits, Trump est allé 0 fois sur l'île d'Epstein et Bill Clinton y allait 26 fois. Donc vous vous rendez bien compte qu'ici, il y a une manipulation de mettre Donald Trump à côté de Bill Clinton. Et si vous essayez de retrouver la source en fait, hein, parce que tous ces articles de journaux viennent d'une source, si vous essayez de retrouver la source, hein, Trump pas impliqué dans l'affaire Epstein, vous ne trouverez rien. Pourquoi Donald Trump? Que vient faire le nom de Donald Trump? Alors que dans les titres, on devrait dire Clinton impliqué dans l'affaire Epstein, ou on devrait dire Trump évincé de l'affaire Epstein. Donc là, l'argument de Joe Masso qui consiste à dire que en fait Donald Trump est impliqué dans l'affaire Epstein, en fait revient à reprendre le narratif des médias mainstream. Ça revient à nier la source des faits qui dit que en fait Trump est cité une seule fois pour dire qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire Epstein. Alors ici, je vous ai retrouvé, il y en avait beaucoup d'autres, hein, il y avait des articles aussi, hein, donc avec les documents d'Epstein qui étaient sortis donc, en janvier 2024. Donc on a les documents Epstein révèlent que Donald Trump ne s'est jamais rendu sur l'île du milliardaire. Et puis le second argument qui est donné notamment sur cette affaire Epstein par Joe Masso, c'est que en fait finalement ça n'a pas donné grand chose, on sait pas tout. Epstein il a été tué, donc finalement fin de l'affaire. Donc ce qui prouverait qu'on ne parlera plus de cette affaire et puis qu'elle n'ira pas au bout. Alors déjà, faut savoir que dans cette affaire, c'est Ghislaine Maxwell qui est le cerveau de cette opération. Au tout début, on pensait que c'était Epstein, et puis ensuite on a commencé à se rendre compte que c'était Ghislaine Maxwell. Epstein n'était en fait qu'un exécutant. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Il y a beaucoup d'articles, il y a Le Monde qui en parle, quel est le rôle de Ghislaine Maxwell dans l'affaire Jeffrey Epstein. Il y a aussi des témoins, hein, par exemple sur Voici, affaire Epstein, 2 témoins affirment que Ghislaine Maxwell était le cerveau de l'organisation. Bref, on se base pas que sur les témoins, hein. Maintenant c'est pratiquement avéré par tout le monde que c'était bien Ghislaine Maxwell qui gérait le portefeuille et le carnet d'adresses. C'est par exemple elle qui l'a introduit auprès du prince Andrew, par exemple, ce qui signifie quand même pas mal de choses. Voilà, c'était juste une petite parenthèse un peu longue, mais sur l'affaire Epstein. Et puis, ce qui revient aussi donc sur Q,
c'est le fameux sujet du popcorn. C'est-à-dire que, encore une fois, Joe Masso prend cet argument qui, selon moi, n'en est pas un. Donc il nous dit, hein, c'est une idée qui revient souvent, hein, c'est qu'on a maintenu en fait les gens dans la passivité. C'était une opération contre les personnes qui étaient déjà réveillées pour en gros leur dire de ne rien faire, de rester assis, de manger du popcorn et de regarder le film. Il faut savoir que popcorn, vous allez donc sur QAlerts, hein, vous allez sur QAlerts, ici search drop, vous tapez popcorn. Hop, vous tapez. Pardon, il faut que ce soit attaché par contre popcorn. Si vous le mettez avec un espace, vous voyez ici on trouve rien. Par contre si vous l'attachez, vous avez les résultats. Voilà, donc il y a 7 posts. Il y a 7 mentions de popcorn dans tous les Q-posts, qui sont au nombre de 4966. Donc, sur 4966, Q va dire 7 fois le mot popcorn, ce qui représente quand même 0,014%. Hein. Donc, si on vient me dire que le sujet du popcorn est un sujet pour Q, vous pouvez prendre les paroles de n'importe quelle personne, il va peut-être utiliser une fois un mot qui va... être interprété. Alors là, en l'occurrence, popcorn, si vraiment c'était le sujet numéro 1 et qu'il fallait garder les gens assis et à manger du popcorn, je pense qu'il serait mentionné plus que 7 fois sur 4966 posts. Sachant qu'il y a des posts qui sont, vraiment des paragraphes. Hein. Donc ça me fait juste, c'est ce que j'ai mis, ça me fait penser au Covid, où on voulait nous faire croire que le Covid était super dangereux avec une létalité très faible. Là, c'est comme si on voulait nous faire croire que le popcorn était le sujet et qu'on voulait vraiment insister là-dessus auprès des personnes. Si vraiment Q, le but c'était qu'on mange du popcorn et qu'on reste assis à regarder un film, ce serait mentionné beaucoup plus de fois. Donc c'est pas du tout un argument selon moi. Et je viens sur ce point parce qu'il est important aussi. Alors il y a des gens qui disent du coup le but, voilà, encore une fois, c'était de maintenir les gens dans la passivité, de ne pas agir. Moi j'ai quand même une question simple. Avant même que Q n'arrive, on était des groupes disparates. Il y avait très peu de personnes qui étaient réveillées, il y avait peu de personnes qui informaient, il y avait très peu de canaux d'information. On n'était même pas censuré. D'ailleurs, je reviens sur ce que dit Rudy, hein, on n'était pas censuré à l'époque, on ne représentait pas du tout une menace, je suis complètement d'accord avec ça. On est beaucoup plus structuré depuis le Covid, depuis Q et tout ça, qu'avant. Et puis, en plus, c'est pas une guerre traditionnelle, c'est une guerre de l'information. Donc quels étaient nos moyens pour reprendre le pouvoir, parce que si on nous dit qu'on faisait rien en attendant, alors qu'on aurait pu faire plein de choses, la question c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire en fait? Parce qu'on est dans une guerre de l'information, et le but numéro 1, c'est d'avoir accès à l'information, d'avoir accès au plus proche de la vérité, parce que toucher la vérité c'est compliqué, mais de s'en rapprocher le plus, et d'informer les gens, et de leur proposer 2 sons de cloche. Parce qu'avec, vous voyez, avec le sujet par exemple du Covid, on était sur un son de cloche, et c'était comme ça, pareil pour la guerre en Ukraine, c'est une seule vision, et on n'entend pas l'autre vision. Je prends l'exemple de Tucker Carlson qui fait l'interview de Poutine. Rien que ça, c'est quelque chose de super important parce que ça offre aux gens la possibilité d'entendre l'autre version. Et quand ils auront eu les 2 versions, c'est comme quand vous résolvez un conflit entre 2 personnes ou entre 2 enfants, une fois que vous avez eu les versions des 2, vous arrivez à quelque chose qui est un peu entre les deux. Hein. Vous n'êtes jamais d'accord avec l'un à 100% et pas d'accord avec l'autre. Donc vous arrivez à un entre-deux et vous vous rapprochez de la vérité. Quel est l'intérêt d'avoir forgé en fait ce qui n'était pas forgé à l'époque ? À l'époque, on était des groupes disparates. Aujourd'hui, on est des groupes super puissants. Il y a des chaînes YouTube. Je ne sais pas combien il y a de nombre de YouTubeurs, combien de lanceurs d'alerte, combien de personnes qui cherchent l'information. Alors, on peut critiquer, bien sûr. Il y en a peut-être beaucoup qui se trompent. Mais ils sont dans une bonne démarche. Ils sont dans une démarche de chercher la vérité, quoi. Et ils prennent pas tout ce qu'on leur dit pour acquis. Donc voilà, pour moi, ces choses-là, c'est des non-sujets. Mais bon, en tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, je suis pas là pour convaincre. Vous ferez votre propre opinion. Je tiens quand même à mentionner, pour être honnête, donc le Enjoy the Show, puisque c'est aussi ce qui est dit, il n'y a pas que le popcorn, j'ai pris l'exemple du popcorn, si vous tapez Enjoy the Show, on fait la même chose, hop, Enjoy the Show, hop, je sais plus si ça doit être attaché ou pas, non, c'est pas attaché, donc là vous pouvez taper Enjoy the Show, mais cette fois-ci donc espacé, et vous trouvez 84 posts, donc là il est vrai que ça c'est de mentionner un peu plus de fois, 84 fois, encore une fois, hein, 84 fois sur 4966 posts. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est sur 4, il faudrait même faire sur le nombre de mots. Si on fait sur le nombre de mots, on arrive à des statistiques qui sont juste hallucinantes. On est d'accord ? Donc, profiter du spectacle, c'est ça que ça veut dire, hein, en gros. Hein, profiter du spectacle, profiter du film. Encore une fois, ça peut être interprété de différentes façons. On pourrait aussi, pour défendre cette version, dire qu'en fait, de ce qu'on voit, de la réalité qu'on nous propose, hein, je dis bien qu'on nous propose, c'est-à-dire qu'il y a un filtre entre la réalité et les médias, par exemple. Si vous regardez les médias et que vous regardez la réalité, vous allez comprendre qu'il y a vraiment un décalage. En fait, les médias servent de filtre, de lunettes, avec lesquelles vous regardez le monde, mais c'est pas du tout le monde réel. Il y a quand même cette idée que la réalité, en tout cas ce qu'on nous montre, c'est un show, quoi, c'est un spectacle.
Et encore, on pourrait parler de l'importance de ça dans la culture américaine. Enfin bref, il y a plein de choses à dire là-dessus. Encore une fois, je voulais être honnête et dire qu'il y avait Enjoy the Show qui était mentionné un peu plus de fois. Maintenant, ça représente 0,016% par rapport au nombre de posts et par rapport au nombre de mots encore. Hein. Donc bon. Et puis vous avez à contrario, hein, on pourrait prendre aussi d'autres exemples pour aller dans l'autre sens, le mot think, donc pense, réfléchis, qui apparaît 597 fois. Voilà, donc on a quand même une différence. Moi je voudrais bien qu'on me dise qu'on arrête de parler du sujet du popcorn qui est mentionné juste 7 fois, et qu'on me parle du fait que en fait il t'incite à penser quoi. La plupart c'est des questions, j'aurais dû même faire une recherche sur le nombre de points d'interrogation, et je pense que c'est ça qui résume peut-être tout. Je sais même pas s'il va trouver le nombre d'interrogations. Voilà, 2353. Bah voilà, je suis content de l'avoir fait quand même en direct. 2353 points d'interrogation. Alors tous ceux qui me disent que Q c'est une opération psychologique parce que il nous donne des fausses informations ou il veut nous emmener dans sa version à lui, 2353 points d'interrogation. Je pense que voilà, je vais arrêter de parler, tout est dit. Et puis ce post de post 4880, je vous donne juste celui-là à titre d'exemple, mais c'est selon moi un post qui résume bien, si vous voulez, l'idée de l'opération Q, c'est You Awake. Alors déjà, il nous dit United, not divided, donc uni, pas divisé, et ça il le répète aussi plusieurs fois. You awake, thinking for yourself is their greatest fear. Donc ça, c'est quand même, je pense que ça résume tout, c'est vous réveiller, pensant par vous-même. Selon moi, il n'y a pas de meilleure définition, hein, c'est vous réveiller, donc vous avez compris beaucoup de choses, et pensant par vous-même, hein, pas pensant par ma vision à moi, Q, vous représentez leur plus grande peur. Et comme on l'a déjà dit, hein, c'est une guerre de l'information. Oui, dans une guerre de l'information, il faut que les gens soient réveillés, et il faut que les gens pensent par eux-mêmes. Si on a ça, c'est comme ça qu'on gagne. On ne gagne pas sur le champ de bataille. D'ailleurs, il le dit, hein, Welcome to the digital battlefield. C'est pas un champ de bataille traditionnel, c'est pas une guerre traditionnelle, c'est une guerre de l'information, une guerre psychologique. Tout ça, c'est qu'un show qui ne fonctionne que parce que vous croyez à leur show. Pour faire un peu le lien avec le Enjoy the Show tout à l'heure. Autre chose, donc ça a donné de l'espoir aux personnes, hein, voyant la trajectoire du monde. La question, bien sûr, c'est est-ce que c'était un faux espoir ? Moi, je vais la formuler différemment. Quel espoir y a-t-il si Trump, Q, les BRICS... Alors, je vais commencer à parler un petit peu des BRICS à partir de maintenant aussi, puisque j'ai été me renseigner, j'ai été voir un petit peu... on va dire la sphère qui tourne autour de Joe Masso, puisqu'on a regardé la sphère qui tourne autour de Trump, ou en tout cas les choses sur lesquelles il intervient, ou les chaînes YouTube dans lesquelles il intervient, et c'est vrai que dans ces chaînes, c'est pas du tout pour critiquer, parce que j'ai été voir, pas du tout dans le sens, je vais chercher des choses à critiquer, j'ai été voir parce que je voulais voir un petit peu leur vision, et c'est vrai que leur vision sur certaines chaînes, je parle peut-être pas pour Joe Masso en l'occurrence, parce que je crois qu'il est pas dans ce délire-là, mais que les BRICS aussi sont contrôlés, et que c'est une opposition contrôlée. Donc si on part du principe que Trump, Q, les BRICS sont contrôlés, il reste quoi pour changer les choses ? Il reste quelle force pour changer les choses ? Et on va y revenir après, je ne veux peut-être pas trop anticiper, puisque j'en reparle juste après de ce point-là. Mais bref, l'idée c'est que les gens, en fait, est-ce qu'ils vont se mettre en action s'ils sentent qu'ils n'ont aucune source d'espérance ? La question elle est là, en fait, c'est comme ça que je la formule moi, c'est s'il y a vraiment, si vous pensez que Trump, Q, les BRICS, tout ça, c'est de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force dans le monde aujourd'hui qui a un poids politique, militaire, tout ce que vous voulez, qui fait contrepoids au nouvel ordre mondial. Il y a à la fois la source d'espérance, mais il y a aussi l'action. C'est-à-dire que les gens vont-ils mener des actions s'ils pensent que tout est perdu ? Ou est-ce que, en pensant qu'il y a un espoir, les gens vont se mettre en action ? Moi, je prends mon exemple personnel, je me suis mis en action après avoir découvert toute l'histoire de Q et tout ça. Donc, l'effet Q, hein, c'est ce que je dis ici, l'effet Q, combien de chaînes YouTube créées ? Combien de réseaux de résistants formés ? Combien de chercheurs de vérité ? Combien de soldats numériques ? Dans la réalité, a-t-on vraiment observé un effet popcorn ? Et puis, chose importante à dire, donc toujours dans cette idée, si Trump, Q, les BRICS sont contrôlés, s'ils sont si puissants, pourquoi en fait s'embêter à mettre Trump président en fait ? Pourquoi s'embêter ? Ils auraient pu tout simplement mettre Clinton qui allait avancer beaucoup plus dans leur agenda, notamment avec la guerre avec la Russie. Hein. Clairement, on n'aurait pas passé des années comme ça avec un flou de savoir est-ce qu'on rentre en guerre ou pas. Avec Clinton, c'était un casus belli. Comment expliquer aussi la présidence de Biden aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il sert les intérêts de l'État profond ? Qu'a-t-il fait en fait ? Si on retient la présidence de Biden, qu'est-ce qu'on retient de lui ? Moi, je retiens un des faits, comme le fait qu'il a enlevé le pass sanitaire,
qu'il a signé les décrets de Trump sur l'ingérence étrangère qui invalide sa propre présidence en cas d'ingérence lors des élections. Il n'est pas entré en guerre avec la Russie, ce qu'aurait fait, à mon avis, une personne comme Clinton. Il est grandement critiqué aujourd'hui pour sa position un peu entre deux dans le conflit Israël-Palestine. Et je reprends l'argument de la guerre avec la Russie, ça ferait complètement le jeu de l'État profond. Ce serait la fin des pays puissants, États-Unis, Russie et encore quelques pays d'Europe, ce serait la ruine de l'Europe aussi. Ça serait une réduction de la population mondiale comme c'est apparemment prévu. Ça serait un contrôle total encore beaucoup plus facile. Vous imaginez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez passer comme loi en temps de guerre ? C'est inimaginable en fait. Vous pouvez faire passer toutes les lois que vous voulez pratiquement. Les personnes sont sur le front. Elles regardent pas ce qui se passe dans leur propre pays. Donc c'est des questions qui, selon moi, sont quand même importantes à poser. Donc voilà, ça c'était le point 3 sur Q, je vous rassure, les autres points sont un petit peu plus courts, surtout qu'il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être répéter un peu, donc je passerai plus vite. Donc le point suivant, c'est Trump aurait dû empêcher la crise Covid, le plan mondialiste dans son ensemble. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais faire plus vite. Donc en partant du principe qu'il en a les capacités, je reviens un petit peu aussi à ce qu'avait dit Rudy dans le débat, donc ce qui est pas sûr non plus, puisque c'est un plan mondial, c'est pas un plan que américain, donc lui il a bien sûr que le président américain a un poids important, mais est-ce qu'il a un poids pour empêcher un plan mondial de s'impliquer entièrement sur des sujets comme le Covid? C'est dur à dire. J'ai pas d'avis là-dessus. Mais bon, partons du principe qu'il en a les capacités. Le monde n'en serait pas sorti grandi, la majorité de la population n'aurait même pas réalisé le grand danger qui était sous leur nez en termes de contrôle. Voilà, on va pas y revenir. Le Covid a eu pour moi, encore une fois, un effet positif, un avant et un après en termes de compréhension du monde, de la corruption, de la volonté de contrôle. On est quand même passé par des passes, des QR codes, des couvre-feux qui voulaient instaurer, non pas pour quelques mois, mais qui voulaient instaurer peut-être pour une vie. Et puis le nombre d'organisations qui se sont créées, le nombre de réseaux, de résistants, d'informations, de chaînes YouTube, de groupes de recherche. C'est-à-dire, moi j'essaie de m'imaginer ce qu'était l'époque avant Covid et avant Q et tout ça. Moi j'avais des sites d'information, c'était des sites complotistes, ils se trompaient sur beaucoup de choses, c'était... Je veux pas être négatif sur ces personnes-là, mais c'était du bricolage, quoi, en fait, à l'époque. Aujourd'hui, on est tellement beaucoup plus structuré qu'avant que selon moi, ça a eu beaucoup plus d'impact positif que négatif. Le sujet, donc, Covid, climat, guerre, donc, tout va très vite aussi depuis des années. Et en fait, c'est ça qui est contre-productif, parce que les gens voient que le chemin n'est pas le bon, ils voient aussi la finalité de ce chemin, alors qu'avant, c'était petite touche par petite touche, qui fait qu'on voyait pas de volonté derrière, en fait. On n'arrivait pas à mettre en lien une loi qui avait été votée 2 ans avant, et puis qui maintenant, on allait un peu plus loin sur cette voie. On voyait pas le lien, on voyait pas la finalité. Aujourd'hui, on le voit parce qu'ils vont trop vite. Et avant le Covid, tout a avancé très lentement, par petites touches, pour ne pas choquer, ne pas réveiller la population. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui s'est passé plus précisément pendant le Covid. D'accélérer le plan donc permet aux gens en fait de voir sa finalité, sa dangerosité, et en plus de réveiller et de choquer, donc notamment les ZFE, les voitures thermiques, les LGBT, vous pouvez prendre tous les sujets. Donc voilà. Le 5, casser l'image d'un sauveur et du monde bisounours de la géopolitique. Ce point, il est important et je tiens à remercier Joe Masso pour son intervention. Parce que selon moi, c'est un point qui est crucial. On parlait d'espoir tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des personnes qui attendent quelque chose depuis longtemps, qui attendent de voir aussi des sources d'espoir. Et le premier effet que ça a eu, la présidence Trump, l'opération Q, c'est... je vais le dire de manière personnelle, mais je pense que peut-être certains s'y retrouveront au début. Alors moi, je suis aussi, il faut remettre dans le contexte, je suis aussi une personne jeune, donc mon esprit critique est peut-être moins formé que d'autres adultes. En tout cas, moi, quand j'ai vu arriver Trump, au tout début, je parle bien au tout début, je le voyais vraiment comme quelqu'un qui était parfait, qui allait nous sauver, etc. Enfin voilà, j'allais beaucoup trop loin dans le délire, si vous voulez. Mais depuis, j'ai complètement tempéré cette vision-là, puisque moi, très clairement, la vie m'a appris plein de choses depuis, et j'ai compris que en fait, il y a pas de messie, il y a personne qui est immaculé, il y a personne qui est parfait, qui a aucune casserole, qui a rien à se reprocher, qui a tout bien fait dans sa vie. Parce que c'est vrai que Trump, c'est un peu l'image qu'il donne, c'est le businessman parfait, la vie de famille, enfin bref. C'est enjolivé, mais parce que c'est aussi un personnage politique. Faut pas faire les... Voilà, encore une fois, je sors du monde bisounours. Un De Gaulle qui est vraiment apprécié en France, et moi que j'apprécie aussi, faut savoir qu'il faisait aussi beaucoup de propagande, et il le faisait parce qu'il fallait, il y avait des nécessités. Trump fait aussi de la propagande à son niveau, en fait, faut juste pas y tomber, faut pas tomber dedans. C'est pas parce qu'il faut pas tomber dedans qu'il faut automatiquement dire qu'il fait de la propagande, et du coup c'est un méchant, quoi. Faut pas voir tout blanc ou tout noir, quoi.
Donc voilà, toute personne est critiquable, hein. J'adore cette citation, hein. Qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. Donc voilà, on peut toujours critiquer une personne, même Jésus était critiqué à son époque, enfin je veux dire, une fois qu'on a compris ça, voilà, on a tout compris. Donc Trump n'est pas un sauveur, c'est un politicien avec plein de qualités et plein de défauts, qui a fait plein d'erreurs dans sa vie comme tout à chacun, qui a des intérêts, et c'est là le point important, et qui a des intérêts qui en ce moment concordent avec les nôtres, en s'attaquant à l'agenda mondialiste. Moi je le vois comme ça. Si vous voulez un parallèle historique, je vous donne l'exemple de Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Staline qui a permis de détruire l'Allemagne nazie, hein, contrairement à la propagande américaine avec le débarquement en Normandie qui aurait sauvé tout le monde. L'Allemagne était déjà morte en fait avant, avec Stalingrad. Mais Staline, quand il est arrivé, j'imagine que les gens, peut-être certains l'ont vu comme un sauveur, mais c'était mal connaître Staline, quoi. Donc il les a aidés, il leur a apporté une aide, mais parce qu'il y trouvait ses propres intérêts. Pareil, les Américains, s'ils sont venus en Normandie, c'est pas pour être les gentils libérateurs de la France, hein. C'était parce qu'ils y trouvaient un intérêt, parce qu'ils allaient pouvoir exercer leur domination sur nous. D'ailleurs, on est un pays vassal depuis, comme les pays de l'Est étaient un pays vassal, des pays vassaux de l'URSS à l'époque. C'est-à-dire que moi je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire que Trump il a ses qualités, il a ses défauts, etc. C'est un homme pragmatique, il combat un agenda mondialiste parce qu'il en a besoin pour sauver son pays, mais comme c'est quelque chose de mondial, cette emprise mondiale, ça va avoir un impact sur nous en France. Mais faire un raccourci de dire Trump va venir sauver la France, ça par contre c'est de l'utopie, on sort de la géopolitique. Trump il va s'occuper de l'état profond aux États-Unis, ce qui va avoir un impact en France, parce qu'il y a un intérêt, et il le fait pas par plaisir, ou il le fait pas pour nous aider, nous particulièrement français, ou italiens, ou ce que vous voulez. En géopolitique, les États n'ont pas d'amis, seulement des intérêts. Voilà, ça c'est De Gaulle qui l'a dit. Ah, une petite coquille. C'est De Gaulle qui l'a dit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, quoi, hein, pour sortir un peu, encore une fois, du monde bisounours de la géopolitique, quoi. Et donc, dans le même principe, Poutine ne viendra pas non plus nous sauver, nous, Français. Il se bat lui aussi à son échelle contre l'agenda mondialiste, ce qui nous sert actuellement, parce qu'il constitue encore une fois un bloc de pouvoir important, dont nous avons besoin. Mais viendra aussi un temps où nos intérêts nationaux peut-être divergeront avec les siens et celui de son pays. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens diront « Ah mais en fait, Poutine c'est un méchant, etc. » Mais en fait, Poutine il est ni gentil ni méchant. Et d'ailleurs, l'interview avec Tucker Carlson est super intéressante parce qu'à un moment donné, Tucker Carlson il lui pose la question « Est-ce que vous êtes je sens que vous êtes un peu énervé ou un peu frustré par la réaction des Occidentaux. Et il dit, mais en fait, c'est pas un mariage, il n'y a pas d'émotion, on est dans le... Je demande quelque chose, on me dit oui, on me dit non, point. On n'est pas dans le gentil, méchant, on a juste des intérêts, et on fait des choses en fonction de nos intérêts. Donc il y a des moments où les intérêts russes et les intérêts français vont converger, et là il y a des gens qui vont dire c'est le sauveur, et puis il y a des moments où ça va pas converger, et on va être même en désaccord. Par exemple, je pense à l'Afrique, hein. La question de l'Afrique, on n'est pas du tout sur les mêmes positions. La Russie voudrait s'installer et prendre plus de poids au niveau de l'Afrique, et nous en France, on aimerait bien garder quand même notre influence. Donc là, il y a clairement une tension à ce niveau-là. Pareil pour les États-Unis sur d'autres sujets. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc que ce soit Trump ou Poutine ou d'autres encore, on a besoin de leur poids politique pour cette bataille idéologique. Ceux qui vont répondre qu'on n'a pas besoin d'eux, on doit tout faire seul, on va se débrouiller juste avec nos réseaux à nous, pour moi, c'est une méconnaissance historique parce que prenez l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, les résistants, ils n'ont pas sauvé la France à eux seuls. Ils ont maintenu une flamme de la résistance, et on peut clairement les remercier pour ça, parce qu'ils se sont battus, ils ont fait des choses comme nous, on fait des choses tous à notre échelle, hein. Mais ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient aucun pouvoir pour renverser la table. S'il n'y avait pas eu d'aide extérieure, et encore une fois, pas un sauveur, s'il n'y avait pas eu d'aide extérieure, donc de l'URSS en premier, et puis ensuite de l'Angleterre, des États-Unis, etc., pour nous apporter une aide, jamais on n'aurait pu renverser la table. Il faut se rappeler, encore une fois, hein, je prends l'exemple de De Gaulle, un personnage très apprécié, et selon moi à juste titre, hein, même un De Gaulle, lui, il a tout de même reconnu la Chine communiste, il a normalisé ses relations avec le dirigeant du pays, donc de l'URSS, et toutes ces choses-là, aujourd'hui, avec un esprit un peu limité, on dirait « Oh là là, De Gaulle, opposition contrôlée, il est avec la Chine communiste, il est avec l'URSS de Staline. » Mais en fait, non. Il est face à un bloc États-Unis à l'époque qui est tellement puissant, qui veut s'imposer sur la France. Il y a plein de choses là-dessus qui sont concrets. Et lui, comment est-ce qu'il réagit? Il se dit « Je vais m'appuyer sur des puissances qui sont à peu près aussi fortes que les États-Unis, non pas parce que je suis d'accord avec elles, mais parce que ça fait contrepoids, en fait. » Tout comme moi, je revendique une certaine aide extérieure, j'ai bien dit une aide extérieure, que ça vienne des États-Unis avec Trump et que ça vienne de la Russie avec Poutine, parce que je suis
conscients que seuls des résistants dans leur pays ne feront pas de changement. Ils vont beaucoup aider, ils vont faire plein de choses, mais ça ne renversera pas la table. Ils font une action commune, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la résistance intérieure des pays et puis une aide extérieure de colosses en fait. Si vous n'avez pas de colosses dans votre équipe, vous ne pouvez pas gagner. Et le fait d'avoir un Trump ou d'avoir un Poutine qui ont une puissance avec leurs pays respectifs, ça permet de renverser la table. Et je ne sous-estime pas l'importance des réseaux de résistance et tout ça, et même je le favorise parce que si on se reprend encore l'histoire avec la Seconde Guerre mondiale, les résistants, c'était les plus farouches opposés à la domination américaine, par exemple, sur le sol français, parce qu'ils ont senti qu'une fois que la Seconde Guerre mondiale était finie, ils voulaient s'imposer avec le fameux Amgot, etc. Ils voulaient s'imposer comme dans un pays conquis, quoi. Et il n'y a que les gens qui étaient un peu résistants et qui s'étaient forgé un esprit critique, qui étaient dans un esprit de révolte et de non-soumission, c'est ces gens-là qui ont évité la soumission suivante. Donc il faut bien rester aussi dans cette vision-là, pour pas ensuite automatiquement se soumettre à Poutine parce que c'est le bien, ou à Trump parce que c'est le bien aussi. Non, c'est avoir un esprit critique et avoir toujours les intérêts nationaux en tête. Voilà, donc point suivant, donc les autres actions de Trump. Donc je voulais sortir un peu du Covid, parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait en fait concrètement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été utiles et qui ont permis un peu de casser le plan d'état profond. Donc on a le fait déjà de ne pas avoir eu de guerre. Ça peut paraître tout bête, il y en a qui sous-estiment ce point en disant « Oh, c'est pas un argument, etc. » C'est pas un argument, mais c'est le seul président américain récent qui n'a pas fait de guerre. Celui qui ne voulait pas en faire non plus, c'était Kennedy, et on sait ce qui lui est arrivé. Ça montre l'importance du complexe militaro-industriel, et ça c'est clairement, le fait de ne pas vouloir de guerre, c'est clairement être contre la volonté du complexe militaro-industriel de s'étendre. Et vous pouvez écouter un Charles Gad qui va vous en parler aussi très bien sur ce sujet. C'est qu'on est maintenant dans un monde où les États-Unis vont avoir des problèmes budgétaires monstrueux, puisqu'ils ont des déficits budgétaires qui sont complètement hallucinants, et qu'ils ont 3 grands postes dans leurs dépenses dans lesquels il faudra couper. C'est la sécurité sociale, vous pouvez toujours brosser pour la couper parce que vous n'êtes pas réélu et puis il n'y a pas de raison. C'est le service de la dette, vous ne pouvez pas le couper. Et le 3e, c'est la défense. Donc ce que Trump est en train de dire, de façon très nette, c'est: je n'ai plus l'intention, si je suis élu président des États-Unis, de défendre l'Europe. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde plus. C'est à vous d'organiser. Et donc c'est là où je reviens à ce que j'ai dit, c'est qu'on va tout droit vers... Il y a toujours une armée dans un pays. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Depuis 40, 50 ans, c'était l'armée du pays d'à côté, c'est-à-dire que l'armée européenne, c'était l'armée américaine. Si les Américains ne peuvent plus assurer notre défense, il y a 2 armées en Europe qui se présentent en disant moi, je veux bien assurer la paix en Europe. La première, c'est l'armée turque, et le 2e, c'est l'armée russe. Donc le choix que vont faire les Européens, si Trump est réélu, c'est qu'il va leur dire: je ferme les bases en Europe, je m'en vais, et j'en ai rien à foutre de vous, après tout, vous ne m'intéressez pas. Il n'y a pas de raison que les États-Unis dépensent de l'argent pour défendre une Europe qui ne se défend pas. Et à ce moment-là, il faudra choisir entre les Russes et les Turcs. Donc ce que fait Trump, c'est qu'il est bien gentil, il nous prévient. Oui. Et donc là, il y a 2 possibilités. Soit vous gardez une Amérique qui s'étend, parce que vous avez vu le nombre de bases américaines dans le monde, soit vous gardez une Amérique qui s'étend sur le monde et qui exerce sa domination sur le monde, mais ça coûte une fortune qui est démesurée, ou soit vous revenez sur un système un peu isolationniste. Il y a eu cette branche américaine isolationniste avec notamment Kennedy et tout ça, et même encore avant. Et bien en fait Trump a l'air de se diriger vers ça, c'est-à-dire qu'en fait en voulant rapatrier les troupes de l'Afghanistan, en limitant les guerres, là il appelle à la paix en Ukraine, il appelle aussi à la paix en Palestine, en Israël. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. Il veut limiter les guerres, tout simplement, il veut ramener ses troupes à la maison et éviter de dépenser des milliards pour garder des bases américaines partout dans le monde et exercer son influence. Donc on observe comme un repli américain, et ça ne fait pas, mais pas du tout le jeu du complexe militaro-industriel. The United States has spent $8 trillion in the Middle East. We've lost thousands of brave soldiers and tens of thousands of terribly wounded people, great people. Their lives will never be the same. These wars produced only chaos and bloodshed. And all of the blood and treasure we sacrificed made the Middle East it's less safe, it's less stable,
and it's less secure. And I say it all the time. The single greatest mistake our country made in its history was going into the quicksand of the Middle East. We spent $8 trillion and lost thousands of lives. And by the way, the other side, we can talk about that, lost millions of lives. What did we do? So we're going to pull them out, and we're pulling people out, and we're trying to make good deals, and we're going to bring our soldiers back home. Le but du complexe militaire industriel, c'est le plus de guerres possible. Si on pouvait faire la troisième guerre mondiale avec la Russie, ce serait encore mieux. Et voilà, on voit cette volonté aujourd'hui des plus farouches dans l'état profond, moi je pense à Macron, qui poussent à la guerre avec la Russie. Donc vous avez un côté des personnes qui poussent à la guerre et d'autres qui disent non, nous on veut la paix. Donc il y a quand même une différence de point de vue. Les accords d'Abraham, alors pour certains c'est positif, pour certains c'est négatif, puisque pour certains c'est la preuve que Trump est un sioniste, on y vient juste après. Donc c'est quand même des accords de normalisation entre Israël, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, c'est quand même des pays qui avaient du mal à se parler, et je veux dire, si vous êtes pour la paix dans le monde, je suis désolé, vous pouvez que voir les accords d'Abraham comme une chose positive. Maintenant, tous ceux qui sont dans le délire sioniste, on va en parler juste après. Il a coupé les fonds des Américains vers l'OMS, donc ça je peux vous mettre. Voilà, donc Donald Trump claque officiellement la porte de l'OMS, donc le Figaro, donc en 2020. Et c'est quand même un point extrêmement important, puisque regardez, principaux contributeurs donc, au budget de l'OMS pour la période 2018-2019, vous pouvez voir que les États-Unis sont premiers, mais de loin comme contributeurs. Vous voyez par exemple la France ou le Royaume-Uni en deuxième. Les États-Unis, le premier en fait, c'est déjà plus du double du second. Donc c'est 893 millions de dollars qui ont été enlevés au budget de l'OMS. C'est quand même pas rien. Je veux dire, tous ceux qui sont opposés à l'OMS, vous pouvez pas dire que cette décision, c'est pas une décision qui est importante. Et ça a contribué encore une fois à décrédibiliser l'OMS. C'est-à-dire que si vous avez le principal pays sur la planète qui dit « moi je veux plus donner de l'argent à l'OMS parce qu'elle a fait trop d'erreurs », c'est d'ailleurs ce qu'a dit Trump, je suis désolé, ça décrédibilise encore plus cette organisation, quoi. Donc il a aussi déchiré l'accord donc, pour le climat de Paris, donc ça a quand même constitué un bon coup d'arrêt au plan climatique qui se développait à cette époque-là. Hein. Encore une fois, l'importance que les États-Unis se retirent d'un pareil accord, c'est quand même pas rien. Il s'est attaqué aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche qui censuraient les informations, hein, Twitter, Facebook, YouTube, Google, et qui s'ingéraient dans la campagne présidentielle. Il a montré l'importance d'avoir une immigration contrôlée, une frontière pour endiguer les différents trafics, armes, drogues, trafic humain, et pour être aussi véritablement souverain, hein, parce que tant que vous avez des personnes qui peuvent rentrer dans votre pays et vous pouvez pas les contrôler, ça peut être aussi des agents infiltrés d'autres pays, ça peut être plein de choses, donc vous n'êtes pas du tout souverain en fait sur ce qui peut se passer. Vous pouvez avoir aussi un certain chantage qui est fait par rapport à ça, hein. C'est-à-dire si tu fais pas ce que je dis, il peut y avoir telle personne qui va déclencher tel événement, hein. Ça peut aussi se passer comme ça. Comme Poutine, il est quand même garant des valeurs traditionnelles, hein. Dans ses argumentaires, il parle quand même beaucoup de la famille, beaucoup de la foi en Dieu. C'est des choses qui sont attaquées par l'État profond, parce qu'ils veulent un reset de tout ça. Ils veulent plus une famille comme on l'entend, ils veulent plus des gens qui ont une croyance, qui ont une foi, parce que il faut que les gens n'aient plus d'espoir. Et puis il essaye aussi de redresser son pays économiquement, hein. Et c'est tout bête, mais ça permet d'éviter que les gens tombent dans la pauvreté, et vous pouvez lire plein de livres là-dessus, hein, qui vont vous dire que en fait c'est beaucoup plus simple de pouvoir contrôler des populations, des individus qui sont dans la misère, parce qu'en fait leur préoccupation première, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit en Europe, hein, c'est de survivre en fait. On essaye de réduire la qualité de vie et le mode de vie des Européens, tout simplement pour qu'en fait ils en soient réduits à juste travailler, payer leurs factures et ne plus avoir un seul moment de libre pour pouvoir se questionner et remettre en question ce qui se passe et trouver la racine du problème. On arrive à Trump, donc est-ce que Trump est un sioniste ? Ça c'est un sujet qui est assez sensible, donc je vais essayer d'utiliser les bons mots. En tout cas, ce que j'aimerais vraiment dans la chose dans laquelle on sort, c'est le binaire. Et là-dessus, j'ai été un peu surpris de la position de Joe Masso dans le débat, parce que voilà, pour lui, vouloir la paix dans la région, c'est limite être sioniste et vouloir favoriser Israël. Je veux pas mettre de mots dans la bouche d'autres personnes, mais je veux dire, je vous laisserai voir la vidéo et vous ferez votre propre avis, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc faut pas tout voir en binaire. Donc déjà la première chose qu'on peut noter, c'est que Trump s'est occupé de l'affaire Epstein, qui est clairement reliée au Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien, pour faire chanter les politiciens américains. Donc si on regarde juste ça, on se dit il est opposé aux sionistes. Et puis d'un autre côté, il tend à faire la paix donc au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Il a aussi signé un accord de paix avec la Palestine, qui était quand même, je vous le dis très honnêtement, qui était favorable à Israël. Mais
il y a quand même une volonté de faire la paix dans cette histoire. Et vouloir faire la paix dans la région, pour certains, c'est être sioniste et c'est favoriser Israël. C'est quand même assez étonnant, cette posture. Et il faut aussi quand même se rappeler qu'en géopolitique, vous devez composer avec les dirigeants en place. Je ne vais pas faire le rappel de Gaulle avec Staline, avec les dirigeants communistes. Comme certains doivent composer avec Macron, il faut bien faire le raisonnement inverse. Certains qui a peut-être d'autres présidents qui adorent notre pays, la France, pour son histoire, sa culture, etc., et qui se disent, putain, je dois parler avec Macron, quoi. Je dois me mettre d'accord, je dois faire des contrats avec Macron, quoi. Mais ils sont obligés de le faire, parce que c'est de la géopolitique. Même si Macron ne représente pas la France, eh bien, il doit faire pareil avec Netanyahou. Netanyahou, il y a énormément de manifestations de gens qui sont pas d'accord avec lui. N'empêche que s'il y a quelqu'un avec qui il faut discuter, il faut discuter avec Netanyahou. Et c'est pas parce que vous signez un accord de paix avec Netanyahou que vous êtes forcément un sioniste, quoi. Donc voilà, faut éviter les raccourcis il y a aussi Trump, comme c'est le gendre de Kouchner qui est pro-Israël, automatiquement il est sioniste. D'accord, donc on peut plus avoir d'amis en fait, parce que dès qu'on a un ami, automatiquement l'avis de l'ami se répercute sur notre propre avis. Et puis, alors bien sûr que ça peut avoir une influence, je dis pas le contraire, mais de là à dire automatiquement c'est un sioniste, c'est beaucoup de raccourcis. Et puis surtout, la question elle est là en fait. Pourquoi avoir démantelé le réseau Epstein alors que dans ce cas en fait c'est ce qui donne tous les pouvoirs à Israël et qui met les USA sous tutelle israélienne. Je pourrais regarder, il y a Radio-Québec qui avait mis une vidéo à l'époque de Netanyahou qui dit en fait j'ai pas peur de la réaction des Américains parce qu'en fait en limite on les contrôle en fait. Et il les contrôle comment? Il les contrôlait avec son réseau Epstein. Donc Trump qui détruit le réseau Epstein, ça fait déjà de lui quelqu'un qui ne peut pas être sioniste en fait par définition. Parce que toute la puissance de l'État d'Israël reposait quand même sur ce réseau d'influence. Donc voilà, je pense que c'était important aussi de le signaler. Et puis on finit 2 points qui vont être rapides. Donc le 8e point, si Trump, Q, les BRICS donc sont de l'opposition contrôlée, donc cela signifie qu'il n'y a pas de force pour faire contrepoids au plan de l'État profond. C'est-à-dire que toutes les choses, tous les bâtons dans les roues qu'on voit au niveau de l'État profond, toutes les fois où ils se cassent la gueule sur certains sujets, il faudrait dire qu'en fait c'est du hasard, c'est faute à pas de chance parce qu'il n'y a pas de point en face qui favorise ces chutes-là. Donc en fait le plan devrait d'ailleurs avancer sans encombre, sans aucune critique, sans aucun coup d'arrêt. Les coups d'arrêt on en a noté tout à l'heure, la fin du pass, le Brexit, les restrictions, la fin des restrictions, l'affaire Epstein, le fait qu'on n'est toujours pas en 3e guerre mondiale avec la Russie, même si certains voudraient. Il y a quand même des réticences, en fait, il y a quand même une force qui fait qu'il y a toutes ces choses-là qui soit se sont arrêtées, soit se sont pas mis en place. Et je vous donne un exemple, c'est un exemple. Qui prouverait qu'il y a bien une force qui est derrière. C'est-à-dire que là, par exemple, on a Emmanuel Macron, donc, le 26 février, les dates sont importantes. Le 26 février, donc, il nous dit que l'envoi en Ukraine de troupes occidentales ne peut être exclu. Donc, en gros, il menace la Russie d'envoyer des troupes en Ukraine. Mais comment expliquer, ça c'est quand même assez hallucinant, comment expliquer que le même jour, on a la CIA le soir, on a la CIA donc qui aurait installé 12 bases secrètes ces dernières années en Ukraine. Comment ça se fait que cette information-là sort déjà, premièrement, parce que si l'État profond est aussi puissant, pourquoi est-ce qu'il se tire une balle dans le pied? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que ça sort le même jour? C'est-à-dire qu'on avait, suite à la mort de Navalny et du scénario de Poutine qui tue Navalny, qui était relayé dans les médias occidentaux, suite à ça, on a eu une escalade en termes de réponse occidentale. On commençait à relancer les aides à l'Ukraine, on relançait les aides militaires, et Macron, qui, la cerise sur le gâteau, dit « on va envoyer des troupes au sol ». Comment ça se fait que cette information sort le même jour? C'est qu'il y a bien quelqu'un, une force, qui vient torpiller une volonté donc d'embraser le conflit. Et encore une fois, Macron qui représente extrêmement bien la volonté de l'État profond, c'est un des plus extrêmes, ça montre un peu la volonté donc derrière l'État profond. Comment ça se fait que Macron se fasse lâcher par tous les autres présidents européens? Si l'État profond est aussi puissant, s'il contrôle tous les politiciens, comment ça se fait que Macron est le seul à vouloir envoyer des troupes en Ukraine? Donc cette idée de leur plan avance sans souci, il n'y a aucune force derrière qui vient torpiller les efforts de passer à une 3e guerre mondiale, il y a un moment donné, tous ces faits-là ne sont pas explicables. Donc comment expliquer tout ça? On ne peut pas l'expliquer.
Donc c'est pour moi encore une fois un raccourci. Encore une fois, les BRICS, il y en a qui mettent des articles qui sont très intéressants d'ailleurs, hein, sur par exemple l'intelligence artificielle, par exemple la Chine. Je veux dire, la Chine c'est absolument pas un exemple, mais la Chine elle fait ses choix à elle. Elle a des choses sur lesquelles elle va être qu'elle va développer par choix économique. Hein. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est aussi un choix économique. Et comme la Chine est clairement sur un schéma économique, c'est pas étonnant qu'ils se lancent là-dedans. Et puis en plus, bon, c'est un parti communiste, bon, il y a plein d'autres choses. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que la Chine représente un poids d'opposition sur certains sujets. Et puis sur d'autres sujets, bah oui, peut-être qu'elle embarque sur d'autres sujets parce que elle y voit un intérêt, en fait. Mais de dire, parce que la Chine elle est très orientée numérique et puis la Russie se développe aussi sur le numérique, automatiquement, c'est de l'opposition contrôlée. C'est encore une fois un raccourci. Et je dis pas encore une fois que tout ce qu'ils font c'est merveilleux, hein. Je suis vraiment pas là-dedans. Et puis le dernier point, donc c'est ce qui revient quand même de cette conférence de Joe Masso, c'est d'éviter les arguments accusatoires par association. Alors je sais pas si je l'ai bien formulé, j'ai pas réussi à trouver la... J'imagine qu'il y a bien une explication, un terme technique pour préciser ça. C'est-à-dire que dans la vidéo, on va encore une fois beaucoup parler de l'entourage de Trump. On va nous dire que, encore une fois, Kushner est trop proche de Israël. On va nous dire que telle personne, elle est liée au trafic d'Epstein, etc. Et donc, du coup, par association, Trump ne peut être que mauvais. Voilà, donc ça, c'est quand même... J'ai été très prudent et j'ai été très bienveillant sur les termes que j'ai utilisés dans toute cette vidéo. Pour moi, c'est clairement un défaut. C'est pas des arguments, en fait. C'est pas des arguments. Pour moi, il faut voir ce que la personne fait. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc c'est ce qu'on retrouve à plusieurs moments, hein, l'idée que comme Trump connaît ou interagit à un moment donné avec une personne ayant des affaires louches ou criminelles, cela fait de Trump quelqu'un de criminel. Voilà. En partant de ce principe, on peut faire accuser quiconque qui est dans les cercles de pouvoir, puisqu'il a bien dû être en contact ou faire des affaires, mener des projets avec des personnes qui sont effectivement malveillantes. On en finit donc par regarder ce que font toutes les personnes autour de Trump et plus ce qu'il fait lui. Or, comme on l'a dit précédemment, il n'est pas question de savoir s'il est parfait, qu'il n'a rien à se reprocher dans sa vie et s'il correspond au rôle du Messie, mais bien de voir ses actions, est-ce qu'elles sont utiles pour nous ou pas. Voilà. De coups de gueule, on le sent de plus en plus, hein, vous l'avez vu avec les gilets jaunes, etc. Mais ça n'aurait pas été possible, tout ça n'aurait pas été les gilets jaunes et les différents ras-le-bas locaux dont on a été témoin depuis, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. Les différents ras-le-bas locaux, des petits mouvements comme où est-ce qu'on se rend compte qu'on n'a plus de démocratie, n'aurait jamais pu déboucher sur quelque chose sans avoir une aide institutionnelle. Hein? Ils n'auraient jamais eu aucune chance de triompher contre un système coordonné, militarisé littéralement, l'OTAN avec les médias, la CIA, etc., sans appui extérieur et institutionnel. Et c'est là que Trump arrive avec les patriotes et qu'on change la donne finalement et qu'on donne une voix aux gens et finalement que... Voilà, donc je pense avoir terminé. C'était une vidéo qui est plus longue que ce que je pensais, mais il y avait tellement de choses à évoquer. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça n'a pas été trop imbuvable, j'espère que les arguments ont été pertinents. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, ceux qui sont convaincus par mes arguments, ok. Ceux qui sont pas convaincus, il n'y a aucun souci. Je ne vous vois pas du tout comme des ennemis ou comme des oppositions contrôlées. Je vous vois comme des personnes qui avaient un esprit critique. D'ailleurs, je peux aussi me tromper. Hein. Peut-être que ma lecture de tous ces arguments-là sont faux. Hein. Peut-être que Trump est de l'opposition contrôlée. En tout cas, de ce que j'ai actuellement, de ce que je vois, de ce que j'observe avec mes yeux, il me semble que c'est plus dans cette vision que j'ai essayé de partager avec vous et que j'espère que vous avez compris, c'est que Trump n'est ni un sauveur, ni une opposition contrôlée, mais qu'il a des intérêts qui parfois convergent avec nous et qu'il y a des intérêts qui parfois ne convergent pas, tout simplement. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis c'est vrai que depuis quelques temps je me questionne, est-ce que je reviens de manière un peu plus sérieuse et de manière un peu plus régulière sur YouTube ou sur Odyssée, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je refasse peut-être un format comme ce que je faisais avant, mais peut-être en plus court, en plus condensé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous êtes motivé par mon retour ou pas, ou si je retourne dans ma caverne. Voilà. Merci à vous et puis à très bientôt.